Bonsoir à tous, je m'appelle Boris Lechblum et donc je suis nouveau maître de conférence à l'Université de Bordeaux et à l'ISPED avec mon activité de recherche rattachée à l'équipe système. Donc je vais commencer par brièvement aller dans mon cursus. Donc je remarque que les précédentes présentations les ont fait dans l'ordre chronologique, moi je suis parti dans l'ordre antichronologique. Donc juste avant de venir ici, j'ai fait mon postdoc pendant 1 an et demi à l'école de santé publique à Harvard, dans le même bureau que Mélanie, pour ne pas être trop dépaysé par rapport à ma thèse que j'avais fait dans l'équipe biostatistique de l'ISPED avec Rodolphe Thiebaud et aussi sous la direction de François Caron. Avant de faire l'ISPED, de faire mon doctorat à l'ISPED, j'ai suivi une formation d'ingénieur en biostatistique à l'ENSAI à Rennes et en parallèle un master 2 de statistique économétrie à l'université de Rennes. Donc ma thématique de recherche elle est motivée par une observation qui est que depuis quelques années on a une augmentation du volume de données disponibles dans la médecine et la biologie qui est tout à fait importante et cette augmentation du volume de données a des conséquences en modélisation biostatistique. Alors on peut distinguer deux cas d'augmentation du volume des données. Le premier cas c'est la grande dimension dont Mélanie a déjà un petit peu parlé, qui se trouve notamment lorsqu'on étudie la génétique et qu'on mesure l'expression des gènes, et on caractérise cette grande dimension par le fait d'avoir plus d'observations, petit n, de variables petit p que d'observations petit n. Et donc la conséquence de cette grande dimension, c'est que les outils traditionnels de modélisation sont inapplicables et qu'on se résout à la place à utiliser des modèles tels que des modèles univariés où on corrige pour la multiplicité des tests, ou alors on va faire de la sélection de variables pour réduire la dimension du modèle, ou enfin on va pouvoir incorporer de l'a priori biologique qui permettra encore une fois de réduire la complexité de la modélisation. Et puis on a un autre cas qui est le fait d'avoir cette fois-ci un très grand nombre de sujets et d'observations. Et ça ne va pas forcément poser des problèmes de modélisation directement, mais de manière très concrète, on va avoir des difficultés computationnelles, puisqu'on ne pourra pas, par exemple, simplement charger les données dans l'ordinateur pour faire les analyses. Donc cette grande dimension et ce volume de données important, c'est à la fois un atout, puisqu'on a une quantité d'informations beaucoup plus importante qu'avant, mais c'est aussi une complication, comme on peut le voir, pour la modélisation et la mise en place des analyses. Donc maintenant que je vous ai présenté ce concept de grande dimension, je vais tout de suite vous donner un exemple assez concret, encore une fois, dont Mélanie a commencé à vous parler, c'est l'essai d'Alia 1, qui est un essai de phase 1 d'un vaccin thérapeutique contre le VIH, dans lequel on avait 18 patients, qui étaient inclus, pour lesquels on avait 18 ans de mesure, et il y avait deux phases, donc une phase où les patients étaient sous traitement antirétroviraux, et une phase où les patients arrêtaient leur traitement. Donc dans la phase de traitement, ils recevaient une vaccination thérapeutique. Et donc vous voyez là qu'on a l'axe du temps, je ne vais pas détailler beaucoup plus cet essai, mais ce que je voudrais que vous remarquiez, c'est qu'à chaque chiffre, qui correspond au nombre de semaines, on avait en fait une mesure, on avait plusieurs mesures même, et notamment une mesure de l'expression génique. Et donc à chaque temps, pour chacun de nos 18 patients, on mesurait 47 000 gènes, ce qui fait un volume de données assez important, notamment au bout de 18 ans de mesure. Donc là je vous ai parlé de l'expression génique, mais ce n'étaient pas les seules choses qu'on mesurait dans cet essai clinique. On mesurait donc cette expression génique dont la donnée brute en fait correspondait à 6 gigaoctets de données informatiques. Mais on mesurait également un grand nombre
d'anticorps, on mesurait les populations cellulaires, on mesurait des séquences génétiques du virus, et on mesurait également des données d'épitopes, et je suis sûr que j'en oublie. Et donc, face à ce volume de données, on n'a bien sûr pas envie d'analyser séparément chaque compartiment, mais de faire une analyse intégrée, c'est-à-dire utiliser l'ensemble de ces données qui sont là, qui sont disponibles, et donc on ne peut pas ignorer, mais qui sont générées à partir de différents niveaux, qui sont eux-mêmes de nature biologique différente. Donc un des atouts qu'on avait face à ce gros volume de données dans l'essai d'Alia, c'est le fait que ce sont des données longitudinales. Et finalement, avoir ces données longitudinales, ça va nous permettre de gérer en partie cette grande dimension. Donc mes problématiques générales, c'est que face à cette augmentation de la dimension et de la complexité des données, donc je viens de vous donner un exemple dans Dahlia, je cherche à développer des modélisations statistiques qui vont être appropriées à ces données en particulier, pour répondre à des questions biologiques précises qui proviennent des cliniciens et des médecins, en mettant à profit d'une part la structure des données, donc soit des données qui viennent de différents niveaux biologiques, ou alors qui sont longitudinales, et donc d'incorporer ces informations dans la modélisation, et également d'utiliser les a priori biologiques qu'on peut avoir, biologiques ou médicaux qu'on peut avoir sur les phénomènes représentés par ces données, et les formaliser de manière mathématique pour pouvoir les utiliser dans la modélisation. Alors je vais vous donner tout de suite un exemple en revenant à cet essai clinique d'Alia sur la modélisation de l'expression génique longitudinale. Et donc on s'est intéressé à la question suivante durant ma thèse, c'était quels sont les groupes de gènes qui présentent un changement d'expression au cours du temps suite à une intervention, donc par exemple une vaccination, comme c'était le cas dans Dahlia. Donc vous voyez qu'à gauche, on a un graphique où j'ai représenté l'expression génique en ordonnée et puis le temps en abscisse. Et donc on voit l'évolution de l'expression génique au cours du temps. Alors vous remarquerez que là l'expression génique elle est assez homogène. On a l'impression que toutes les lignes vont suivre une trajectoire relativement semblable. Alors c'est pas dû au hasard, c'est qu'en fait là chaque ligne représente un gène, mais vous voyez qu'on n'a pas 47 000 lignes. On en a qu'une soixantaine, et ces gènes en fait sont tous dans le même groupe de gènes, et donc sont liés par une fonction biologique a priori qu'on connaît, et c'est pour ça qu'ils forment un groupe de gènes, et c'est en utilisant cette information donc que ces gènes sont liés à la même fonction biologique, en l'occurrence la production d'interférons, qu'on obtient cette trajectoire homogène. Alors à droite, vous avez le même genre de graphique, mais pour un autre groupe de gènes. Vous voyez que si on regarde les lignes de couleur, on a l'impression que c'est beaucoup plus bruité. C'est plus difficile de voir un schéma émerger, une tendance émerger. Et en fait, si on pousse un petit peu la modélisation en autorisant en fait, les gènes à ne pas se comporter tous pareils, en ayant de l'homogénéité dans notre modèle, on va pouvoir mettre en évidence en fait, deux trajectoires complémentaires qui, lorsqu'on pense à l'expression génique comme un phénomène en cascade avec des gènes qui vont d'abord être activés et puis ensuite d'autres gènes qui, suite à cette activation, vont eux-mêmes s'activer, est tout à fait cohérent donc d'avoir comme ça des tendances qui sont pas simultanées mais tout à fait synchrones. Donc maintenant, juste pour vous montrer un petit peu les résultats qu'on obtient dans notre modélisation, donc là, à gauche, vous avez le même graphique que précédemment, mais où j'ai enlevé la couleur, donc c'est les données brutes telles qu'on les obtient, et puis à droite, j'ai représenté les trajectoires prédites par notre modèle, et donc on voit qu'à partir de ces données relativement bruitées, en effectuant une modélisation donc appropriée, on obtient 3 sous-groupes de gènes dans notre groupe lié à une fonction biologique, en l'occurrence l'inflammation, qui sont cohérents et qui nous montrent des trajectoires au cours du temps significatives. Donc maintenant je vais passer à un deuxième exemple, mais toujours dans l'essai d'Alia, pour vous montrer un autre exemple de données de grande dimension. Donc là on était sur l'expression génique, on avait donc la grande dimension
où on avait des gènes, donc beaucoup plus de gènes, en l'occurrence 47 000 par rapport à nos 18 individus. Heureusement, ils étaient répétés au cours du temps, et en incorporant l'a priori biologique sur les groupes, on arrivait à réduire la dimension de nos modèles et donc à les estimer. Et maintenant, je vais vous parler de données de cytométrie en flux, donc des données où on va mesurer en fait des marqueurs cellulaires sur plusieurs cellules qu'on va mesurer au cours de prise de sang du patient. Donc, ces données de cytométrie en flux, comment ça se passe? En fait, on va faire une prise de sang chez un patient et puis on va trier donc les cellules qui vont être dans cette prise de sang. Et typiquement, on va obtenir plusieurs dizaines de milliers jusqu'à plusieurs centaines de milliers de cellules pour chaque patient à chaque temps. Et une fois qu'on a donc nos dizaines de milliers de cellules, on va les faire passer devant un laser et mesurer les différents marqueurs cellulaires qui sont exprimés à la surface et puis à l'intérieur de chacune de ces cellules. Et donc on se retrouve à avoir pour chacune de nos cellules la mesure pour 8 marqueurs, par exemple cellulaires. Maintenant, on est capable de mesurer jusqu'à une vingtaine de marqueurs, et puis sur d'autres technologies comme la cytométrie de masse, on est capable de monter jusqu'à 80 marqueurs. Et donc une fois qu'on a mesuré donc, ces marqueurs, on se retrouve avec cette fois-ci une dimension relativement restreinte, donc de l'ordre de 10 à 20 variables, mais pour des centaines de milliers de cellules pour chaque patient à chaque temps. Et donc ça va être un problème computationnel. Et donc ce qui se passe au jour d'aujourd'hui pour analyser ce type de données, c'est que vous avez un opérateur, donc généralement un immunologiste par exemple, qui va faire des projections telles que le graphique que vous pouvez avoir ici, où chaque point représente une cellule, et chaque dimension, donc en abscisse et en ordonnée, représente un marqueur cellulaire donné. Et donc ce que va faire l'opérateur manuel, c'est qu'il va isoler un sous-groupe dans cette projection en 2 dimensions, et puis à l'intérieur de ce sous-groupe, il va regarder 2 nouveaux marqueurs, et puis isoler à nouveau un sous-groupe, et ainsi de suite, en regardant 2 à 2 des marqueurs comme ça au fur et à mesure, et pour isoler finalement, comme on voit ici, la population rouge à partir des dizaines de milliers de cellules qui étaient au départ, et qui peut représenter une fraction très petite. Alors, il y a des problèmes qui sont posés par cette manipulation des données, c'est que, en fait, c'est long, surtout lorsque le nombre de marqueurs commence à augmenter, qu'on passe à 18, le nombre de combinaisons en 2 dimensions commence à être très important, et c'est encore plus critique quand on passe aux technologies de cytométrie de masse, où on peut mesurer là presque 100 marqueurs maintenant. Et puis elles sont peu reproductibles. Il y a des gens qui ont essayé de donner le même jeu de données avec des consignes très précises à 8 opérateurs différents, et ils se retrouvent avec des résultats assez variables d'un opérateur à l'autre. Donc face à ça, il y a plusieurs groupes qui ont cherché à proposer des stratégies automatiques pour réaliser cette classification donc, de nos cellules en population basée sur les mesures des marqueurs. Et encore une fois, durant ma thèse, on a commencé à mettre en place une modélisation bayésienne non paramétrique qui nous permet d'obtenir ce genre d'objet qui en fait représente la classification de nos cellules. Donc vous voyez là, par exemple, en ligne et en colonne, on a à chaque fois toutes nos cellules, et la couleur rouge va désigner des cellules qui sont très souvent ensemble dans nos modèles bayésiens. Et donc plus on va être rouge, plus on pensera que ces cellules seront ensemble, et c'est ainsi qu'on trouve nos différentes classes de cellules. Donc j'ai l'impression d'être un tout petit peu long sur le temps, donc je vais accélérer. Donc là c'est juste un petit exemple sur un patient de ce qu'on peut faire maintenant qu'on considère le fait qu'on a des données longitudinales. Donc là vous voyez à gauche on a les résultats donc de la partition des données des cellules par un opérateur manuel. Au milieu, en fait, on a ce que nous donne notre modélisation sur seulement un échantillon. Et à droite, on a ce que nous donne notre modélisation lorsqu'on tient compte des échantillons précédents. Et donc on voit qu'en utilisant la longitudinalité des données, on est capable d'améliorer les résultats et de se rapprocher des résultats de l'opérateur manuel. Donc là, je vous ai présenté une partie de mes intérêts de recherche, et plus généralement, en fait, je m'intéresse à l'analyse longitudinale de données massives pour la biologie et la médecine. Et donc,
notamment les analyses intégratives dans l'étude vaccinale, en statistique génomique, mais aussi à des méthodes bayésiennes dans les méthodes et aussi aux méthodes sparse-PLS. Et quelque chose que je n'ai pas évoqué ici, mais sur laquelle j'ai beaucoup travaillé durant mon post-doctorat à Harvard, c'est en fait les dossiers médicaux informatisés et comment, avec des modèles probabilistes bayésiens, on va pouvoir en fait obtenir plus d'informations à partir de ces dossiers médicaux informatisés et pouvoir répondre à des questions médicales qu'on ne peut pas faire sans modélisation. Un point aussi que je voulais évoquer, je vois qu'il y a quelques étudiants du M2Biosa dans la salle, donc pour vous le confirmer, je suis très intéressé par le logiciel R parce qu'il permet d'avoir une recherche ouverte et reproductible en biostatistique. Et donc j'essaie de développer pour chacun des modèles que je développe, de proposer un package R qui est disponible en ligne. Donc là j'ai représenté les packages près des méthodes et des données auxquelles ils sont associés, auxquels j'ai contribué, et ceux avec une étoile sont ceux dans lesquels je m'occupe personnellement. Enfin, puisque je suis maître de conférence, une bonne partie de mon travail c'est l'enseignement. Et donc je suis actuellement responsable de 3 UE, 2 dans le master de statistique, donc les méthodes d'analyse de données multidimensionnelles et puis les méthodes bayésiennes et échantillonnage dans le master de biostatistique. Également une UE dans le master 1 de test statistique et puis dans le DU statistique pour la santé, le module 3 qui est aussi les tests statistiques. Je participe également aux UE, toujours dans le Master 2 de biostatistique, un cours sur les méthodes de sparse partial least-square, et puis un cours sur les plans d'expérience et la NOVA. Donc pour terminer, ma feuille de route en termes d'enseignement ici à l'ISPED, ça va être de développer encore plus les enseignements en analyse de données massives où je peux apporter une expérience particulière, et notamment en génomique. Également, je suis impliqué dans l'organisation de l'école d'été de Big Data et Immunologie. Je m'intéresse aussi à la plateforme pédagogique innovante qui a été développée à la Johns Hopkins, qui s'appelle Swirl et qui permet en fait un apprentissage interactif de la statistique dans R et qui combine l'apprentissage du logiciel et l'apprentissage des méthodes. Et puis à la création peut-être de liens et au renforcement de liens entre l'école de santé publique d'Harvard et l'ISPED et l'Université de Bordeaux, en encadrant certains étudiants, co-encadrant certains étudiants d'Harvard qui sont en fait les doctorants de ma chef en postdoc, Chancy Kai, avec qui on a des projets en cours. Voilà. Et puis sur le plan de la recherche, donc continuer mon travail sur les méthodes d'analyse de dossiers médicaux informatisés, parce que j'ai pu comprendre notamment que c'était une thématique qui intéressait aussi des gens à l'ISPED, et pas seulement aux États-Unis. Oui, en France, en Europe, j'imagine, en fait, dans beaucoup de pays. J'en parlais encore avec Anna tout à l'heure, qui m'a dit qu'en Andalousie, ils s'intéressaient aussi beaucoup à ce genre de problématiques. Et puis là, je ne vous ai pas présenté comme exemple l'analyse de données cellulaires et l'analyse de données géniques pour rien, parce que c'est un axe qu'on aimerait, c'est deux axes en fait qu'on aimerait amener ensemble, comme a commencé à en parler Mélanie aussi dans sa présentation, pour faire une analyse intégrée en fait de l'expression génique et des données de population cellulaire. Je vous remercie pour votre attention et je crois qu'il me reste 1 minute pour les questions.